grand dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat de Studio Tamani sur votre radio. Chaîne Nibéro. Halud Mauni. Chaîne Nibéri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Le grand dialogue. Auditrices, auditeurs, bienvenue dans votre émission Le Grand Dialogue de ce jeudi 26 février 2015. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Des conflits. Les conflits, où prennent-ils leurs sources? Pourquoi ils engendrent tant de violence et de ressentiment? Comment procéder pour gérer de manière durable les conflits? Beaucoup de questions auxquelles il faut trouver des réponses. C'est à quoi d'ailleurs s'exercent certaines structures comme l'Institut malien de recherche Action pour la paix IMRAD qui a récemment rendu public un rapport sur les obstacles à la paix, les causes des conflits, les différents types de conflits, la problématique de l'inclusivité et de la légitimité des représentants. C'est de tout cela que nous allons parler avec nos invités. Ils sont au nombre de 3. Ils sont tous ici en direct dans ce studio. Ils sont Abdoulaye Ansari, élu du Nord, Abdou Sekou Wologem, coordinateur du dialogue à l'IMRAP, et le général Ibrahim Diallo, président de la Commission nationale de la réforme de la sécurité. Présentation Seydou Foma. Studio Tamani. Les conflits peuvent avoir des conséquences terribles, même horribles, pour les populations des zones qui en sont le théâtre. Le Mali en sait quelque chose depuis un certain temps. Alors, question, combien de types de conflits rencontrons ici au Mali? Nous allons poser la question d'abord à Abdoulaye Ansari, élu du Nord. Merci pour m'avoir donné l'occasion de m'exprimer. Faire entendre nos auditeurs les types de conflits au Mali. Il y en a plusieurs, comme d'ailleurs partout en Afrique et même dans le monde. Il y a les conflits intra-communautaires, les intercommunautaires et les conflits nationaux. Dans les intercommunautaires, on peut comptabiliser les plus dangereux, les plus graves, les litiges fonciers, les litiges religieux, les litiges afférents aux chefferies, les litiges d'ordre politique. Et aussi, souvent, ils sont la résultante d'une négligence depuis le départ ou d'avoir été mal cerné depuis le départ ou d'avoir été mal géré. En ce qui concerne les conflits nationaux, on peut compter la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, la corruption, la mauvaise utilisation de la force légitime, abus souvent exaction. Ça, c'est déjà les raisons peut-être qui provoquent ces conflits. Bon, ces conflits nationaux, souvent nous avons des rébellions, nous avons des soulèvements de plusieurs sortes qui ne peut pas qualifier de rébellions, mais des soulèvements internes. Ils sont nombreux à l'intérieur du Mali. Alors, nous aurons l'occasion de voir tout ça en profondeur. Merci. Maintenant, nous allons demander à Abdou Sekou Wologem, qui est le coordinateur du dialogue à l'IMRAP. On sait qu'ils ont publié quand même un document, c'est un rapport qui parle de tout cela. Alors, parlez-nous, M. Wologem, des types de conflits que vous avez décelés au cours de vos enquêtes. Merci bien, M. Fomba. Je remercie, comme mon doyen, tous ceux qui nous écoutent. Et dire aussi que le lancement vient bientôt. On a fait un groupe national, organisé un groupe national avec ceux qui ont été consultés, surtout par rapport à ce sujet. Et par rapport au type de conflit, je rejoins ce que le doyen dit, mais nous avons regroupé ces conflits. Nous avons regroupé ces conflits en conflits à dimension nationale et conflits à dimension locale. Par rapport aux conflits à dimension locale, c'est les conflits locaux. Les conflits locaux. Donc, dans ces conflits locaux, il y a les conflits intercommunautaires et intracommunautaires. Et les conflits à dimension nationale, ça, c'est vraiment des conflits comme ça, c'est vraiment les rébellions que le pays a connues. Donc, en gros, nous parlons de conflits locaux et de rébellions. Conflits à dimension locale et conflits à dimension nationale. Alors, général Ibrahim Diallo, dites-nous, mon général, vous êtes le président de la Commission nationale de la réforme de la sécurité. Avez-vous des précisions à apporter pour ce qui concerne la nature de conflit, les types de conflits? Merci beaucoup. Merci pour l'invitation et merci à tous les auditeurs qui nous écoutent également. Je voudrais préciser que je suis le président du groupe de réflexion pluridisciplinaire sur la réforme du secteur de la sécurité. C'est une institution qui a été mise en place au niveau du ministère de la Sécurité
pour réfléchir sur la réforme du processus de réforme du secteur de la sécurité au Mali. Cette précision étant donnée, je pense que mes deux prédécesseurs ont fait le tour de la question, mais il y a un des conflits qui a été oublié, c'est le conflit entre éleveurs et agriculteurs. Ceci est extrêmement important parce que, en tant qu'ancien gouverneur, j'ai eu à gérer des problèmes de ce genre dans la région de Caille, et ce sont des conflits extrêmement importants qui opposent souvent des communautés qui, par ailleurs, sont des communautés qui ont toujours vécu ensemble. Mais en raison de la situation pluviométrique, en raison des manques de pâturage, il arrive que des communautés qui ont toujours vécu ensemble se confrontent pour des problèmes de pâturage et de destruction de culture. Il y a donc des conflits à dimension nationale, il y a des conflits à dimension locale. À chaque type de conflit, son mode de gestion, la question est posée donc à Abdou Sekou Ologem, le coordinateur du dialogue à l'IMRAP. Oui. Par rapport à ce qui vient de dire Diallo d'abord, avant de répondre à votre question, à la lumière de tout ce qui est ressorti de nos consultations, c'est les conflits de gestion, les conflits liés à la gestion de l'espace entre agriculteurs-éleveurs, agriculteurs-agriculteurs, agriculteurs-pêcheurs. C'est les types de conflits que nous logeons dans la grande famille des conflits locaux. Donc, c'est des conflits que les populations se plaignent beaucoup de ce type de conflits qu'elles rencontrent à la base. Maintenant, par rapport à la gestion, les populations nous ont dit qu'elles ne se retrouvent pas avec l'ingénierie mise en place pour gérer les conflits au Mali. C'est-à-dire, les conflits au Mali, soit elles sont gérées à travers l'usage de la force, soit elles sont gérées à travers la négociation. Et elles trouvent que jamais les mécanismes n'ont permis de résoudre de façon définitive. Alors qu'est-ce que ces populations préconisent? Oui, pas pour le moment de solution en tant que telle, mais puisque le travail que nous avons fait était un travail de diagnostic, d'identification des obstacles avec les populations à la base. Donc par rapport à cela, elles disent que quand l'État utilise par exemple la force pour régler les problèmes à la base, et ça crée d'autres frustrations et encore des années, des mois après, c'est d'autres révoltes que les gens vont voir. Et quand, par rapport également à la négociation, l'État utilise la négociation, et je pense qu'on va en parler, les accords et autres, et même les conventions au niveau local pour gérer les conflits, c'est des conventions souvent qui ne sont pas élaborées avec tous les acteurs. Les gens se plaignent beaucoup de la nature même de ces conventions pour gérer les conflits. Donc les populations se plaignent beaucoup de l'ingénierie mise en place pour gérer les conflits dans notre pays. Abdoulaye Ansari, vous êtes élu du Nord, vous avez un commentaire à faire? Oui, par rapport à la gestion des conflits, le Mali est un pays ancien, très vieux, qui a hérité de beaucoup de systèmes, et ça diffère aussi selon les régions. Les régions de Caille, comme du Masna, sont tributaires des vieux textes de l'Hajj Omar Seydou Tal vers Caille, de Sekou Amadou vers le Massina, et partout il n'y a pas un empan du territoire malien qui n'appartient pas déjà à une communauté. Et c'est là avant même la pénétration coloniale. Donc les conflits étaient gérés en fonction des conventions tacites, d'accords partis convenus entre deux sociétés de races. Il y a un fait, la pénétration coloniale a bouleversé le système, malgré que timidement, elle a reconnu quand même certains parcours pour certains éleveurs, elle a reconnu certaines conventions sur les terres, sur les bourgoutières, mais quand même, elle a un peu dérangé dans ce sens qu'elle a introduit la notion d'appartenance à l'État de toutes les terres immatriculées ou non en son nom, à l'État malien. Ainsi, cette gestion coutumière qui était très bien organisée, qui était très bien organisée par chaque région, chaque zone à elle, à ses coutumiers de pâturage, ses Djoro, ses Guatigui, ses propriétaires des sols, et cette loi de la colonisation est venue modifier. Et malheureusement, le Mali aussi, notre pays, dans la gestion, a reconnu que toutes les terres, en son article 1er, le code domanial au foncier, toutes les terres immatriculées ou non en son nom appartiennent à l'État malien. Ainsi, il n'y a pas eu une très grande part à la coutume. De sorte que le propriétaire coutumier qui est là sans que le besoin de l'État ne se fasse sentir. Parce que tout simplement, un voisin a voulu réclamer
ou à jeter son dévolu sur sa terre. C'est jugé administrativement sans tenir compte de la notion de propriété primordiale du premier occupant, des droits primordiaux du premier occupant parce que la terre appartient à l'État. Okay. L'administrateur que j'étais a géré souvent à sa manière. Et ça a amené aussi des conflits qui sont latents et qui persistent encore en ce qui concerne le domaine foncier. Alors, Général Ibrahim Diallo, on sait que les conflits sont de types différents. Est-ce qu'ils peuvent être résolus de la même manière? Non. Je pense que les conflits sont gérés en fonction de la situation, en fonction du moment et en fonction des protagonistes. Comme il a dit tout à l'heure, notre pays est un très vieux pays qui a des pratiques ancestrales qui sont ancrées dans nos coutumes, dans nos us et coutumes. Et je pense d'ailleurs que c'est ce que les nouvelles autorités ont compris en mettant un accent particulier sur la décentralisation. Et c'est pourquoi, lorsque le nouveau pouvoir est arrivé, l'une des premières actions a été les États généraux sur la décentralisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que nous revenions aux fondamentaux de la gestion locale. Il est indispensable que nous impliquions non seulement les autorités locales dans la gestion des problèmes, mais également les populations. Parce que les populations sont les premières concernées par les problèmes. Et tant qu'on ne les implique pas directement dans la gestion de ces questions, on n'ira pas au bout de la question. Et c'est pourquoi les autorités ont mis un accent particulier sur la notion de décentralisation que nous avons commencé à mettre en œuvre depuis longtemps, mais qui a besoin d'être véritablement consolidée afin que le pouvoir retourne effectivement aux élus locaux. Et la deuxième réflexion et action que le président de la République, son excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a mise en œuvre, c'est la réflexion sur la réforme du secteur de la sécurité. Parce qu'il est indispensable que toutes ces questions soient gérées dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. L'État a tout le temps été là pour fournir la sécurité aux citoyens. Mais nécessairement, ce n'est pas ce que l'État fournit qui correspond aux besoins du citoyen. Donc il est temps que nous puissions réfléchir pour voir comment nous pouvons impliquer, évidemment, le rôle de l'État est fondamental, mais comment nous pouvons impliquer les élus locaux, les autorités locales, les collectivités locales et les populations dans la réflexion sur la sécurisation, dans la réflexion sur le processus qu'il faut mettre en œuvre pour renforcer leur sécurité dans leur terroir. Une petite minute avant la pause, je pense que nous allons demander à M. Ansari, plutôt Abdou Sekou Wologem, qui est le coordinateur du dialogue à l'IMRAP, de nous commenter ce qu'il vient d'entendre. Je pense que nous, avec tout ce que les propos des uns et des autres viennent un peu renforcer ce que les populations disent par rapport à la sécurité. M. Diallo vient de dire tout de suite que l'État a fourni des efforts pour pouvoir bien sûr offrir la sécurité aux populations, mais voilà, ce n'est pas de façon insuffisante et c'est de cela que les populations se plaignent. Mais a priori, il n'y a pas de contradiction entre... Oui, les populations se plaignent quand même du fait que voilà, elles ne sont pas en sécurité pour beaucoup d'aspects. Les conflits sont mal gérés, ça fait que il n'y a que des frustrations qui sont gérées, des frustrations qui sont là permanemment, qui font que des révoltes sont prévisibles à tout moment, des conflits latents existent à tout moment. Et elles nous disent, nous ne sommes pas en sécurité là où nous sommes. Et souvent, quand nous avons été dans les régions du Nord, elles nous ont dit, mais l'État est parti nous laisser. L'État nous a laissé dans une insécurité totale, des choses comme ça. Et bon, voilà, ça c'est vraiment ce que les populations maliennes aujourd'hui pensent de cette situation. Il est 18h30, presque en tout cas, dans quelques secondes, on va observer une courte pause. Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Nous abordons la deuxième partie de ce grand dialogue. Cette deuxième partie qui va donc être consacrée à la situation sur le terrain en cas de conflit. Dites-nous à présent, pourquoi les conflits entraînent tant de violences sur le terrain? Je crois que nous allons demander au général Ibrahim Diallo de nous répondre à cette question. Pourquoi les conflits entraînent tant de violences sur le terrain, oui.
Oui, vous savez, dès qu'on parle de conflit, c'est qu'il y a une incompréhension, c'est qu'il y a confrontation. Et chaque fois qu'il y a confrontation, on aboutit évidemment à ce que cela puisse aboutir à des dommages collatéraux, des dommages entre les parties qui sont impliquées dans le conflit. Et ces confrontations sont souvent aggravées par ce que disait tout à l'heure M. Wologem, la gestion qui est faite des conflits. Parce que lorsqu'il y a une opposition entre communautés, lorsqu'il y a une mésentente entre communautés, et que dès le départ, on ne prend pas la mesure de la question pour faire en sorte qu'on puisse circonscrire rapidement la question, on en vient à des violences qui sont souvent incontrôlables. Et cela, dans le monde actuel, est beaucoup plus difficile à gérer parce que nous assistons à une prolifération des armes sur le terrain. Et ça, c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes entourés de pays qui ont fait face à de multiples conflits. Et donc, ces conflits ont eu des répercussions sur nous, non seulement sur nos habitudes, mais également par l'importation des causes de leurs conflits et des conséquences de leurs conflits. Et cela a également contribué à une sorte de prolifération des armes à tous les niveaux. Donc, dès qu'il y a confrontation, les confrontations se limitaient dans le temps à des disputes entre voisins. Maintenant, de disputes entre voisins, on en est arrivé à des combats entre voisins. Et c'est cela qui justifie un peu les grandes violences qui résultent des différents conflits. Général Ibrahim Diallo, un conflit à défaut d'être évité peut-il être véritablement réglementé? Bon, vous savez, réglementer un conflit, je pense qu'on devrait plutôt faire en sorte qu'il n'y ait pas de conflit. Parce que, comme dit un vieil adage, mieux vaut prévenir que guérir. Tout à fait. Donc, et à partir du moment, on ne peut pas réglementer un conflit, parce qu'un conflit est une situation à laquelle on veut chercher une solution, mais qu'on ne peut pas réglementer. Il s'agit de faire en sorte qu'on puisse trouver la solution au conflit qui oppose deux parties. Mais on ne peut pas dire, bon, voilà, l'État ne peut pas s'asseoir et dire, il y a ce conflit-là, tel, vous allez faire ceci et cela. Il faut plutôt chercher à comprendre qu'est-ce qui a motivé le conflit. Ouais, faire en sorte qu'il y ait le moins d'exactions possible, par exemple. Ah oui, tout à fait. Parce que, et c'est ce qui justifie et qui rentre un peu également dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Il faut faire en sorte que nous puissions avoir des forces de défense et de sécurité qui soient à hauteur de mission. Parce que le rôle fondamental des forces de défense et de sécurité, c'est de défendre le citoyen. Et défendre le citoyen consiste à préserver sa vie et ses biens. Donc, il faut que cette compréhension-là soit fortement ancrée au sein de nos forces de défense et de sécurité et au sein des populations. Parce qu'il faut qu'il y ait nécessairement une entente cordiale entre forces de défense et de sécurité et entre forces nationales. Les éléments des forces de défense et de sécurité, ce ne sont pas des extraterrestres, ce sont des Maliens, mais qui ont cette particularité seulement de porter une tenue qui leur confère une certaine autorité. Et cette autorité ne les met pas au-dessus des autres Maliens. Et donc, tant que nous arriverons à comprendre cela, nous ferons en sorte que les forces de défense et de sécurité assumeront pleinement leur rôle en assurant la sécurité des personnes et de leurs biens. Les conflits, d'une façon générale, illustrent le plus souvent donc, des problèmes. Et comment déceler ces problèmes et les régler? Nous allons demander à Abdou Sekou Wologem, le coordinateur du dialogue à l'IMRAP, de nous répondre à cette question. Et comment déceler les problèmes? Nous allons dire qu'en faisant ce que nous avons fait, nous sommes allés à travers des espaces de dialogue consulter l'ensemble des Maliens pour identifier les obstacles à la paix. Et c'est là qu'est ressortie cette grande problématique de l'insécurité. Et moi, je souhaitais, surtout par rapport au point que vient de développer tout de suite le général, dire que il y a des peuples, par exemple, de la zone du delta intérieur qui nous ont dit, avant, s'il y avait des problèmes entre nous, si on ne s'entendait pas lors des passages de nos animaux pour aller dans les bourgoutières, et pour aller dans les bourgous, comme on l'a dit, si on ne s'entendait pas, on gérait avec le bâton. Mais aujourd'hui, les gens partent payer des armes. Pourquoi? Parce que, comme il l'a dit, ceux qui doivent sécuriser les frontières n'arrivent pas à le faire. Et du coup, toutes sortes d'armes pénètrent. Les gens ont la facilité de se procurer des armes, ce qui fait qu'aujourd'hui, les conflits sont encore plus violents parce que
Et les gens ont d'autres types de moyens qu'ils utilisent pour ces conflits. Et donc, ça fait que vraiment aujourd'hui, les gens pensent que ces conflits les conflits dans nos différents milieux sont en train de prendre de l'ampleur, pas comme on le pense, mais dans la réalité, à la base, aujourd'hui, il y a ce problème quand on prend aujourd'hui la zone aussi je vais dire ce dernier exemple, la zone de Mondoro, quand nous sommes allés dans la zone de Mondoro, et les gens nous disent, mais nous sommes délaissés. Le représentant de l'État qui est là n'a même pas d'agent pour lui, sa propre sécurité, a fortiori la sécurité des populations. Donc ça fait que, vu l'enclavement de la zone, les populations se sentent dans une insécurité totale. Et c'est ce dont elles se plaignent. Je crois savoir que par le passé, il y a des tentatives de médiation qui permettaient quand même de mettre fin à certains conflits. Bon, ce genre de médiation, ça ne paye plus aujourd'hui? Oui, la question elle est bonne. Et par rapport au genre prenons le cas du delta intérieur du Niger, le conflit Solsolbé et Sassalbé. Ça c'est un conflit qui est là, qui existe depuis des dizaines d'années. Et chaque année, on essaie de trouver chaque 2 ans, 3 ans, on essaye d'aller vers des conventions autres pour régler le problème. Mais c'est un conflit qui existe depuis des années qui n'est jamais réglé. C'est ce que les populations disent. Elles nous disent, mais dans notre village, chaque année, en début d'hivernage, il y a des problèmes entre nous. Mais jamais ces problèmes ne sont réglés. Donc, c'est une manière, et ce qui fait qu'aujourd'hui, elle pense même que l'État, par rapport au conflit, ne cherche jamais de solution définitive. Si je dis, je vais parler de tous ceux qui sont, elles disent, tous ceux qui sont acteurs impliqués dans la gestion des conflits, que ce soit le régime traditionnel, l'État, tous ceux qui s'impliquent aujourd'hui ne s'impliquent pas pour trouver des solutions définitives au conflit. C'est-à-dire que les conflits ne sont jamais finis. On essaie juste de faire taire un peu la chose pendant la période, et après, les populations sont laissées comme ça elles-mêmes, et ça crée d'autres conflits encore plus violents. Parce que les gens sont frustrés, les gens partent s'armer, et ça crée d'autres situations plus violentes. Général Ibrahim Diallo. Oui, moi je pense que ce qu'il vient de dire, ça rentre justement dans la volonté de l'État de renforcer les capacités de toutes les structures de l'État. Parce que ce dont il a parlé, ça dénote peut-être qu'il y a eu des faiblesses, soit au niveau de l'administration, soit au niveau de la justice, soit au niveau des services de sécurité, etc. Donc l'objectif de l'État, c'est de faire en sorte que l'ensemble des structures nationales soient à hauteur de mission. Que chaque structure soit dotée de moyens intellectuels, matériels et physiques pour faire face à la mission qui lui est conférée. Donc, ça permettra de faire face aux problèmes qu'il a évoqués tout à l'heure. Parce que plus on laisse les problèmes traîner, plus ça se gangrène et ça fait de la métastase. Je rentre un peu dans la médecine, mais bon, même si je ne suis pas médecin. Donc, il faut nécessairement trouver une solution pour que ces problèmes-là ne perdurent pas, afin que les populations reprennent cette habitude de vivre ensemble. Parce qu'il rien ne vaut le vivre ensemble. C'est ça qui est le plus important. Donc l'État est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on puisse revenir à se vivre ensemble afin que la communauté soit heureuse. Abdoulaye Ansari. Oui. Bon, moi, à mon avis, j'abonde dans le même sens que les deux qui m'ont précédé. Tout problème qui dure et qui s'aggrave et qui en vient justement à des coups et blessures, c'est que depuis le début, il a été mal géré, mal vu et mal géré. Parce que ça commence d'abord entre deux citoyens ou entre deux villages. Ils ont des voisins, ils ont des coutumes. Quand ça a été mal géré au niveau de la communauté et ça passe à la justice, jusqu'à pendant des siècles, les problèmes qu'il a soulevés tout de suite, Sosobé, Salsalbé. Moi, j'ai eu à les gérer en tant que chef d'arrondissement. J'ai les géré à la façon de sauver ma tête. C'est un problème depuis 1936. C'est un problème créé depuis Sékou Amadou. Il y a même des vieux documents de Sékou Amadou. Mais les politiques, chaque année, s'y mêlent. Et le problème ne dure que 3 jours, le temps de la préséance. Alors, j'ai inventé un système avec mes gendarmes, qu'on me donne à partir de la rentrée des troupeaux, aller sur les lieux, être présent là-bas pendant les 3 jours de la succession des troupeaux. Et si les premiers troupeaux Salsalbé passent, on laisse passer Sosobé, c'est fini, le conflit n'existe pas. Et c'est comme ça que je l'ai géré pendant 3 ans. Quand j'ai quitté, ils ont changé le mode de gestion et il y a eu les 52 morts. Il y a eu les 52 morts.
Ces problèmes de terre sont toujours comme ça, chez les Peuls, comme chez les Touaregs, comme chez les Bambara, comme chez n'importe quel Malien. Un problème de terre, dès qu'il est soulevé, ça vaut son poids d'or ou de diamant. Ça vaut son poids d'or ou de diamant. Donc, il faut les cerner dès le début. Il faut les gérer dès le début. Et là-dessus, l'État aussi souvent n'est pas tellement fautif. Parce que souvent, ceux qui gèrent, c'est les mêmes témoins, c'est les mêmes populations qui viennent témoigner. C'est les mêmes populations qui attribuent à X ou Y. L'administrateur qui est venu d'ailleurs, ou le juge qui est venu d'ailleurs, ne connaît que sur la bonne foi des témoins qu'il a entendus. Justement, on allait parler de la justice. Qu'est-ce qu'elle peut, la justice, devant ce genre de situation? Moi, je trouve que les problèmes de terre, lorsqu'ils étaient gérés par l'administration, il y en avait moins que lorsque ça a fini par la justice. Parce que dans les débuts, à défaut de coutume, là où la coutume a échoué les chefs traditionnels, l'administrateur gère. Et les administrateurs s'entourent toujours de conseils des notables. Mais depuis que la justice, les problèmes des terres sont revenus à la justice, à mon avis, ils ont nombré. Ils ont nombré. Même l'exemple de la capitale Bamako. On sait que le bord des fleuves, des mares, des étangs, est un domaine public. Et le domaine public s'oppose même à l'État. L'État ne peut pas l'utiliser. Mais on voit des hôtels qui poussent dans les lits du fleuve. On voit des lotissements exagérés qui poussent dans les lits du fleuve. Ne parlons même pas des zones de culture de caille ou des zones de culture de mopti ou autres. La capitale. Finalement, on a, M. Diallo a un titre foncier, j'ai le même titre sur le même endroit. Vous avez le même, finalement, on se rencontre à la justice qui a raison. Donc, il faut refondre justement ces systèmes de gestion. Ces systèmes de gestion, en impliquant les autorités coutumières. Et je suis sûr que dans le problème des terres, par exemple, ou des lots, par exemple, à Bamako, si les familles fondatrices de Bamako étaient mieux associées, mieux surveillées, ça serait mieux conseillé. L'État serait mieux conseillé. Et si au Fagibine ou au Delta central ou à Caille, les cantons de Gavinane et ses voisins sont consultés, les problèmes seront mieux gérés. Abdou Sekou ou Wologem, vous partagez cette opinion? Et sur la question de la justice, je pense qu'il y a des aspects importants qui sont ressortis de cet autoportrait que nous avons fait. Et les populations nous disent par rapport la justice ne tranche pas. La justice ne nous permet pas de régler nos problèmes. Les populations, ce qui est ressorti un peu des consultations, est que les populations maliennes aujourd'hui, en grande majorité, ne font pas confiance à leur système judiciaire. Cela est déjà un problème. En plus de cela, il y a le fait qu'elles pensent que le système judiciaire tranche pas dans leur langue. Les gens ont cette difficulté-là, les populations ont cette difficulté-là de comprendre le langage du système judiciaire classique. Mais il y a aussi la partialité et tout ce qui est corruption et autres dont elles se plaignent au niveau des acteurs du système judiciaire, qui fait qu'aujourd'hui elles pensent et souvent elles vont vers ce système judiciaire quand les mécanismes tranchants n'arrivent pas à trancher ce problème. Et il y a des gens qui nous disent, quand nous amenons nos problèmes de terre et autres à la justice, on ne nous met que dans des systèmes, dans des situations de va-et-vient, des allers-retours qui ne nous mènent à rien. Et on investit souvent, nous vendons tout ce qui est bœuf, tout ce que nous avons, nous vendons pour pouvoir avoir. Et on nous dit, revenez, cette année, ils font le procès, le procès est fait, le problème n'est pas réglé, une année, 2 ans, 3 ans après, ce n'est que des appels. Donc ça fait que vraiment, il y a aujourd'hui un manque de confiance des populations par rapport à leur système judiciaire et c'est de cela qu'elles se plaignent en grande majorité. Nous allons passer à la troisième partie de ce débat après la pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Alors, nous allons donc parler d'un autre aspect de la problématique opposée. Mais avant cela, on a parlé de justice traditionnelle. Mais il y a une forme de justice évoquée de plus en plus, c'est la justice transitionnelle. Est-ce qu'elle peut jouer un rôle plus efficace dans ce genre de contexte? Nous allons certainement poser la question au général Ibrahim Diallo.
Bien, moi je vous remercie. Je voudrais quand même, avant de répondre à cette question, revenir sur les problèmes de justice et de gestion des problèmes fonciers par la justice. Je crois qu'à ce niveau, les plus hautes autorités ont conscience des problèmes fonciers qui existent dans notre pays. Et beaucoup d'efforts sont faits pour faire en sorte qu'on puisse circonscrire cette question. Maintenant, comme l'a dit Abdoulaye, je pense qu'il est fondamental que l'on continue à impliquer les autorités locales et coutumières et que l'on revienne à la gestion administrative des questions avant d'aller vers la gestion judiciaire. Et par ailleurs, les lacunes qui ont été évoquées par rapport au système judiciaire, je suis sûr que là aussi, conscience en est prise et un système de réforme du système judiciaire est actuellement en cours au niveau du ministère de la Justice. Donc, comme je l'ai dit, le système de réforme, c'est dans tous les secteurs pour que nous puissions avoir des administrations à hauteur de souhait. Maintenant, en ce qui concerne la justice transitionnelle, je pense qu'on ne peut pas parler de ça en matière de gestion foncière. Le problème de justice transitionnelle, les gens n'ont généralement pas compris. On pense que dès qu'on parle de justice transitionnelle, on oublie la justice en soi. Alors que l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse aller vers la réconciliation, vers l'entente. Faire en sorte que les gens puissent aboutir au vivre ensemble, s'expliquer, éventuellement se pardonner, sans que cela nuise à la mise en œuvre de la justice classique. Parce qu'il y a des infractions fondamentales qui sont commises lors des conflits, par exemple, qui constituent des atteintes aux droits de l'homme, qui constituent des violations des systèmes de conflit, qui ne peuvent pas être prescrits. Quelle que soit la justice traditionnelle va également sévir pour que cela puisse être tranché. Alors, nous allons donc poursuivre. Je crois que nous allons maintenant parler de ce qu'il faut faire pour sortir d'un conflit. Alors, pour mettre fin à un conflit, que doit-on faire en premier lieu? Je crois que nous allons encore demander au général Diallo de réagir. Bien, moi je pense que pour mettre fin à un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans tous les conflits, l'objectif fondamental d'abord, c'est de dialoguer. Parce que quels que soient les combats que l'on mène, on finit toujours autour d'une table. Donc il est fondamental qu'on puisse mettre un accent sur le dialogue. Dialoguer pour se comprendre, dialoguer pour s'expliquer et dialoguer pour faire en sorte que ceux dont chacune des parties se plaint puissent trouver une solution. Mais dialoguer ne veut pas dire non plus renoncer, parce qu'il y a des principes fondamentaux sur lesquels il n'est pas question de revenir, quel que soit le conflit. Ça, c'est, par exemple, en ce qui concerne l'intégrité territoriale du pays, en ce qui concerne la laïcité du pays, en ce qui concerne la forme républicaine du pays. Donc, ce sont des principes qui sont intangibles, sur lesquels il est hors de question qu'on puisse revenir sur ça. Maintenant, dans la prise en compte de ces principes-là, tout est négociable pour qu'on puisse aboutir à une entente entre les parties qui sont en conflit pour une raison ou une autre. Il y a donc les besoins de dialoguer, les besoins de négocier, négociation justement. Les négociations peuvent être inclusives, mais il y a un autre côté, le côté légitimité des représentants. Comment s'y prendre? Je crois que nous allons poser la question d'abord à Abdoulaye Ansari, élu du Nord. Le problème de légitimité de ceux qui sont chargés de dialoguer ou de ceux qui sont chargés de trancher les conflits, c'est le problème principal qui se pose actuellement au Mali. Parce qu'il faut savoir rechercher, l'autorité doit savoir rechercher avec qui elle doit dialoguer pour régler tel problème ou tel problème. Ce n'est pas au premier venu ou au tout près de l'autorité, c'est celui qui fait le plus grand bruit, qui crie à tue-tête qu'il est ceci, cela, qui peut régler les problèmes. Ceux qui peuvent régler les problèmes sont peut-être cachés quelque part, et à cause de leur dignité ou de leur situation sociale, ils ne se montrent même pas à l'autorité. C'est à l'autorité de les rechercher. J'ai vu dans mon parcours
certains endroits, quand j'ai un problème de terre dans le Haïré, à Boni, le chef de Boni est là, c'est un chef traditionnel qui était chef de canton. C'est son arrière-grand-père qui a attribué à tout le monde les terres dont il dispose. Donc le chef d'arrondissement que j'étais n'avait pas beaucoup à se casser les pieds. Chaque fois qu'on m'amène un problème, je le fais asseoir. Et devant vous, il indique c'est lui qui a tort. Et celui-là ne revient plus réclamer cette terre. Dans certains villages chez mes cousins Dogon, qui montent souvent avec l'érosion, le sable descend de la colline, ils remontent le sable encore pour pouvoir conserver leur champ. Quand il y a un problème, au lieu du bureau, on va dans le village, on appelle les anciens à qui appartient cette terre. Celui auquel ça n'appartient pas, il ne se présente même pas. Il s'éclipse parce que les anciens ont été appelés. Donc c'est à l'administration de rechercher dans chaque domaine qui doit faire quoi, qui est crédible ou qui ne l'est pas. Le problème, c'est que présentement, il y a beaucoup de nouvelles notabilités religieuses, des nouvelles notabilités coutumières, des nouvelles notabilités politiques qui sont créées et qui ne peuvent pas gérer ces terroirs parce que c'est malus profond. Là, il faut aller à lui pour savoir ceux qui doivent les gérer et ceux qui peuvent les gérer. Et ceci, s'ils ont voix au chapitre, même les rébellions, on ne les connaîtra plus. Même les rébellions, on ne les connaîtra plus. Et ça sera en tout cas difficile. Ils pourront en tout cas les calmer. Abdou Sekou Wologem. Oui. Et sur la question, je préciserai que les points de vue diffèrent sur la question. Et nous savons que pour les négociations, pour aller vers les accords et autres, c'est vraiment le principal, la préoccupation première. Mais nous, de nos consultations par rapport à ce point, il est ressorti que voilà, l'État, souvent quand il s'agit des accords et autres, est pressé d'obtenir un accord avec les groupes armés, essaye tout de suite d'aller vers, ça c'est pour les conflits à dimension nationale, précipite tout de suite pour aller vers les accords. Et dans cette précipitation, le choix souvent des acteurs, des acteurs légitimes qui sont mandatés, qui sont représentatifs des populations à la base, pose problème. Et sur la question, quand cela est revenu, par exemple, lors de nos échanges avec les populations de Tombouctou, c'est trouvé qu'il y avait des gens dans la salle, parce que souvent ils disent l'État fait de sorte que certaines personnes aillent nous représenter, des gens qui ne sont pas restés pendant que ça chauffait. Mais on a consulté des gens qui étaient là, qui en plein focus ont dit aux gens, du début de cette consultation, du début du processus, du début de la crise jusqu'à nos jours, nous n'avons pas quitté un seul jour le territoire. Et c'est nous qui avons été représentés la région. Donc vous voyez que souvent, les acteurs, surtout par rapport à cette question, vraiment, on a vu qu'il y a les points de vue diffèrent. Et quand on demande, nous avons approché également les acteurs en charge de la gestion surtout de cet accord, du futur accord qui arrive ou des accords qui ont été. Ils nous ont fait savoir que dans la réalité, il y a deux périodes. La première période, c'est vraiment la période la période du dialogue des pourparlers. On va d'abord vers les pourparlers inclusifs, faire de sorte que les acteurs en conflit puissent se parler pour obtenir un accord. C'est quand on va obtenir un accord qu'on va maintenant aller vers le dialogue inclusif. Mais maintenant, pour aller vers cet accord avec les types d'acteurs, c'est ce qui pose problème. Ils disent souvent que voilà, on peut aller d'abord, par exemple, à Tombouctou, à Mopti, dire, population de Tombouctou, proposez-nous 2 personnes pour aller représenter les gens aux négociations. Est-ce que, de façon unanime, il serait possible que les populations de Tombouctou nous proposent ces 2 personnes? Ainsi de suite. Donc, ça fait que, souvent, ils se basent sur des choses, ils essayent, eux aussi, d'identifier sur des critères qu'ils ont, vraiment des gens qui peuvent être représentatifs de leur localité. Donc, vraiment, sur ce point, les points de vue diffèrent. C'est ce qui est un peu ressorti. Général Ibrahim Diallo. Oui, merci. Moi, je pense que le choix des interlocuteurs est fondamental. À ce niveau, je pense que les autorités traditionnelles, coutumières, ont une importance fondamentale dans ce genre de situation. Et les autorités nationales ont compris l'importance de ces autorités coutumières, parce que le ministère de l'Administration et de la décentralisation a pris ce problème à bras le corps. Quand il y avait le ministère de la décentralisation, lorsqu'il y avait eu scission, qu'il y avait un ministère chargé des collectivités, le ministre Ousmane Sy a fait des tournées au cours desquelles il a rencontré
les autorités traditionnelles, pour faire en sorte qu'on puisse les rechercher, les ressortir et les réhabiliter. Parce que leur rôle est fondamental dans notre société. Beaucoup de conflits se géraient sans que l'administration ne soit impliquée. Ça se gérait dans le vestibule du chef de village, ça se gérait dans la mosquée de l'imam, etc. Donc, les autorités ont pris conscience de cette question et des dispositions sont en cours pour qu'on puisse faire en sorte que les autorités traditionnelles, les chefs coutumiers, soient réhabilités pour qu'ils puissent jouer leur rôle de ciment dans la société malienne. Mais il y a eu souvent quand même des négociations qui ont abouti à des accords, mais des accords qui n'ont souvent servi à rien. Comment expliquer cela? Oui, bon, vous savez, il y a eu des accords effectivement, et leur mise en œuvre a certainement connu des défaillances, soit au niveau de la mise en œuvre, soit au niveau du suivi-évaluation. Parce que dans ce genre de situation, le plus important, c'est le processus de suivi-évaluation. Parce que chaque action qu'on mène, lorsqu'il y a un suivi-évaluation, ça permet de voir où est-ce que nous allons, est-ce que ce que nous faisons est conforme à ce que nous avons conclu et rectifier en conséquence. Donc, il est indispensable qu'on puisse mettre un accent particulier sur le processus de suivi-évaluation. Parce que quel que soit l'accord que l'on signe, lorsque sa mise en œuvre est faussée, eh bien, l'objectif ne sera pas atteint. Abdoulaye Ansari. Ici, je pense, pour ma part, que l'État, quand même, devant certains faits, en deux mots, oui. Souvent, c'est lui qui se présente le premier. Mais je vais vous donner la réponse à un journaliste, qui m'avait posé la question il y a 2 jours seulement, qui a demandé à m'interviewer. Pourquoi notre société civile n'est pas représentée à Alger? Il dit que non, nous n'avons jamais été appelés à Alger. Ah, pourquoi? Il dit certainement parce que nous avons commis le tort de n'avoir pas pris les armes contre notre pays. Ça doit être notre tort. Notre deuxième tort, c'est notre neutralité vis-à-vis des mouvements et de l'État. Parce qu'à chacun, nous disons ce que nous pensons. Notre tort, c'est d'avoir organisé les élections présidentielles dans les camps de réfugiés, alors que les mouvements n'avaient pas voulu le faire. Et jusqu'à présent, on n'a pas transféré nos noms encore dans nos cercles respectifs. Et selon vous, quel enseignement tirer de tout cela? Je crois qu'il faut chercher quand même chaque fois qui doit faire quoi et où. Nous allons donc conclure cette fois-ci avec Abdou Sekou Wologem, qui est le coordinateur du dialogue à l'IMRAP. Merci. Par rapport aux accords, et ce qui ressort, c'est, comme l'a dit M. Diallo, le problème de suivi. C'est ce que les populations nous disent. Ils disent que d'abord, il y a la légitimité des acteurs qui partent signer ces accords. Et l'État signe des accords sans avoir les moyens de pouvoir mettre en œuvre ces accords. On a des accords, l'État signe des accords qui ne sont pas dans sa politique, c'est-à-dire dont il n'a pas les moyens de pouvoir mettre en œuvre. Donc prendre des décisions qui sont difficilement mises en œuvre. Et en plus de cela, par rapport aux accords également, ils pensent qu'il y avait des comités qui étaient mis en place pour le suivi de la mise en œuvre de ces accords, mais qui progressivement, pour des problèmes de gouvernance, ont été délaissés. L'État peut-il la présence se ressaisir, selon vous, sur ce point? Pardon? Il peut se ressaisir l'État sur ce point? Oui, c'est le souhait des populations maliennes et de tous les Maliens que l'État puisse se ressaisir, surtout par rapport aux accords qui viennent, afin de pouvoir gérer définitivement, bien sûr, la rébellion, les rébellions que le pays connaît. Je crois que nous aurons l'occasion de revenir sur ce sujet qui est... Que sur ce point quand même, l'État a montré sa disponibilité à faire face à ses engagements. Le président de la République a tout le temps répété et je suis convaincu que s'il y a un accord, l'État s'assumera pleinement. Voilà, je disais, nous allons nous retrouver prochainement pour revenir sur ce sujet qui est combien important. C'est la fin de cette émission, le grand dialogue aux opérations techniques, disons à la mise en onde. Il y avait Salimou Djouara, régie vidéo Peting Diara, présentation Seydou Fomba, le grand réalisateur Ousmane Djadjetouré était à nos côtés. On se donne rendez-vous très prochainement. Le
Grand Dialogue. Sigika Foba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Maundi. Shenibiri. Sigika Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue.